Bonjour à tous, c'est Baya Carla et je vous emmène aujourd'hui avec moi dans une nouvelle aventure. Bonjour à tous, c'est Baya Carla, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un tout nouveau décor. Vous m'avez posé beaucoup de questions depuis ces dernières années et je me lance enfin. Donc voilà, j'ai ma petite feuille avec moi. Voilà. J'ai noté sur celle-ci toutes les petites questions que vous m'avez posées en story Instagram, dans les commentaires ou alors par message privé. On va commencer avec la première, celle qui revient assez souvent dans ma vie perso et professionnelle. Ton prénom, Baya Carla, a une histoire. Si oui, est-ce que tu peux nous la raconter? Alors c'est vrai que souvent on me pose cette question. Est-ce que tu t'appelles Baya Carla? Est-ce que tu t'appelles Baya? Est-ce que tu t'appelles Carla? Pendant longtemps, sur les plateaux télé, on m'appelait Carla Baya. Et en fait, cette histoire est assez simple. Maman était très indécise. Donc elle a décidé de choisir deux prénoms. Le premier qui est en hommage à ma grand-mère, qui s'appelait Baya, mais avec un Y. Et Carla, c'est parce que maman était fan de Carla Bruni dans les années 80-90. Donc ça a été très simple. Voilà. On passe à la deuxième question. Pourrais-tu résumer ton parcours? Alors le résumé, ça va être très compliqué parce que moi j'ai un parcours vraiment atypique. J'ai fait plein de choses et j'ai toujours vécu la vie telle que je la concevais. Donc j'ai commencé ma vie, j'ai commencé ma vie en 99, mais on va dire ma vie professionnelle à 14 ans. Et oui, j'ai commencé très tôt et en fait je souhaitais absolument commencer à travailler à 14 ans. Et donc pour ce faire, j'ai décidé de rejoindre un parcours bac professionnel à Ferrandi, donc en hôtellerie, restauration, événementiel. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec l'équipe de France de football. Et surtout dans le milieu du football, c'était pas mon milieu à la base et ça a été vraiment amusant. Suite à ça, j'avais promis à mes parents de faire un bac général quand même parce que ils voulaient que je puisse faire des études supérieures. Et donc, j'ai décidé ensuite de passer mon bac ES que j'ai eu avec brio. Voilà. Et suite à ça, j'ai fait un an en cours Florent, ce qui m'a permis de rentrer dans une dépression parce que le théâtre c'est assez compliqué. Suite à ça, pendant un an, j'étais au chômage. Voilà, j'ai beaucoup voyagé et je me suis dit que comme toute personne qui ne sait pas quoi faire de sa vie mais qui a envie quand même de faire quelque chose, en fait, je suis allée tout simplement dans une école de commerce. Voilà. On est classé 14e quand même, donc ça va. Et donc j'y suis restée 3 ans et j'ai passé donc un diplôme américain, un BBA en International Track. Donc, comme vous pouvez entendre à mon accent, c'était full English, total anglais. Et suite à ça, j'ai fait 2 summer programmes à HEC, un en géopolitique, business stratégie et un en technologie financière, ce qui m'a amené dans la Silicon Valley aux États-Unis. J'ai proposé une startup qui n'a pas fonctionné. PayPal a décidé de s'inspirer de nous, de notre startup pour un nouveau module de paiement qui s'est créé à la suite. Et je me suis lancée sur les réseaux sociaux, voilà, de manière, je faisais des vidéos pour mes amis, etc. Ça a commencé à fonctionner et j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus politisées suite à ma révélation quand j'ai rencontré cette chaîne merveilleuse CNews qui est aujourd'hui qualifiée d'extrême droite par Madame Ernotte, mais bon. Voilà. À la base, je ne savais même pas ce que c'était l'extrême droite quand j'ai découvert cette chaîne. Et suite à ça, un jour, je me réveille et je vois 2M et en fait, j'ai compris très vite que c'était 2 millions de vues. Et suite à ça, rencontre très très importante. Je pose le cadre. Soirée de fin d'année chez Frédéric Beigbeder. Il nous avait prêté un de ses hôtels particuliers qui est magnifique d'ailleurs. Il n'était même pas là ce soir-là. Je fais la rencontre de Jacques de Guibon, qui était à l'époque rédacteur en chef de l'Incorrect. Et donc à l'époque j'étais avec mon ex-fiancé et il me dit mais en fait tu veux faire quoi de ta vie? Donc mon ex-fiancé me dit ça, tu veux faire quoi de ta vie? Je dis moi c'est vrai que quand j'étais petite j'ai toujours rêvé d'être journaliste et d'ailleurs si on peut incruster une vidéo de moi qui prenait le caméscope de maman et papa et qui faisait des espèces d'interviews et donc il me dit voilà qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et je lui dis maintenant que je rencontre le milieu du journalisme, pourquoi pas devenir journaliste? Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais jamais écrit aucun papier. Et donc, je me dis qu'après 1 ou 2 coupes de champagne, on a un peu plus le courage de pouvoir affronter certaines personnes. Et donc, je vais voir Jacques, qui avait déjà fait un portrait sur moi et sur ma vie, ma petite vie dans l'Incorrect. Et donc, je vais le voir et je lui dis, écoute Jacques, je rêve d'être journaliste. Est-ce que tu peux me proposer un stage? Et il me dit très honnêtement, écoute, ça va être chaud, on n'a pas de thunes et tout. Et je lui dis, mais je le fais gratuitement. Et il me dit, ok, viens demain à 11h. Il a été très surpris de me voir le lendemain à 11h, mais j'étais là. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à faire mes premiers papiers. Et c'est ça vraiment qui m'a donné envie d'être journaliste. Et donc j'ai décidé de me former donc en école de journalisme. Enfin, il me fallait une alternance. Et donc j'ai été embauchée chez CNews. Voilà. Enfin, j'ai sauté quelques étapes par rapport à la télé. C'est vrai qu'entre-temps,
j'avais fait de la télé, mais on va revenir sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est vrai que, pour être très honnête, je m'ennuyais un peu dans mes missions, mais ça a été une expérience très enrichissante. Mais c'est vrai que je me sentais pas vraiment à mon aise. C'était aussi parce que c'était le début, donc j'étais une simple alternante. J'étais au bandeau, donc j'écrivais les petites alertes infos voilà, qui tournaient avec les dépêches de l'AFP. Donc ça a été assez intéressant. Et suite à ça, bon, alors ça c'est une histoire que j'aime bien raconter, que je n'ai jamais racontée publiquement. Je reçois un message qui me dit oui bonjour, c'est Cyril Hanouna de la télé. De la télé, mais bon. Il m'envoie un message, il me dit oui, alors je suis sur une nouvelle émission, je te veux absolument en tant que chroniqueuse. Et moi je lui réponds, il me semble, non mais les blagues à 21h et tout, c'est pas la peine. Donc lui, le connaissant, il a dû se dire mais elle est complètement ouf celle-ci. Et donc il décide de m'appeler et moi je lui dis bah écoute, faut que j'y réfléchisse. Et donc finalement je lui dis oui. Mais bon, la contrepartie c'était que je quitte CNews et que je puisse intégrer donc la société de production de Cyril en tant qu'alternante aussi. J'ai pu faire les plateaux et j'ai pu faire de l'édito, donc écrire des fiches, etc. En fait, c'était vraiment incroyable d'être sur un plateau comme ça, de revenir toutes les semaines, de traiter de sujets différents. Au début, c'était vraiment basé politique. Ensuite, on s'est un peu amusé, on a fait du divertissement et j'ai trouvé cette expérience très enrichissante. J'ai pu par la suite aussi faire des émissions sur Touche pas à mon poste. C'était exceptionnel, j'ai vraiment aimé d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, et là, jusqu'à aujourd'hui, je fais partie de cette entreprise et j'ai décidé aussi de créer ma société de production avec mon meilleur ami Armand. Voilà, donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, c'était très très long comme réponse, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai une expérience assez riche et j'ai fait plein d'autres choses, mais c'est vrai que si je commence à partir dans tous les sens, mais là c'est vraiment, on va dire, les activités principales que j'ai eues. La prochaine question, où en es-tu aujourd'hui? J'en ai parlé, voilà, je suis là devant vous, à faire des vidéos aussi sur YouTube et ça c'est génial. De pouvoir s'exprimer librement, de faire plein d'autres choses aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres vidéos que j'ai pu tourner, il y en a plein d'autres qui arrivent, voilà, n'hésitez pas à dire aussi si vous avez des idées en commentaire. Quel a été ton premier passage télé et qu'en as-tu pensé? Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que mon premier passage télé, c'est encore une anecdote assez amusante. Donc, quand j'ai commencé les réseaux sociaux et quand j'ai commencé à prendre un peu d'ampleur, faire des vues, comme les jeunes aiment dire, sur TikTok, j'ai été contactée à plusieurs reprises par Touche pas à mon poste et j'ai toujours refusé. C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde disait oui, mais touche pas à mon poste, c'est pas bien pour ton image, etc. Et moi, c'est vrai qu'au début, je ne connaissais pas du tout l'univers de la télé, donc j'étais forcément un peu influencée par ce que je pouvais entendre. Et un jour, c'est assez amusant parce que j'avais regardé le débat la veille, c'était un débat sur BFM TV entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Et j'avais bien regardé ce débat. J'avais assez de connaissances sur ce débat pour pouvoir en parler. Et on m'appelle le lendemain du débat. Oui, voilà, on aimerait bien que tu viennes sur le plateau, etc. Et j'accepte sans réfléchir. Et je me dis, bon, j'ai vu le débat. J'avais 21 ans, j'avais jamais fait de télé de toute ma vie. Et je me dis, pourquoi pas te lancer? À ce moment-là, je me dis, en fait, je vais le dire à personne. Je vais vraiment le dire à personne. Je vais arriver sur le plateau. Et à ce moment-là, j'enverrai un message à maman pour lui dire, allume la 8. Voilà. Comme ça, au moins, aucune pression. Parce que, vous savez, à chaque fois que vous passez à la télé, que vous parlez de certains sujets, tout le monde veut donner son avis. J'y suis allée. J'avais mes convictions, mais j'y suis allée avec des convictions et pas des connaissances. Et donc, petite anecdote encore assez amusante. Quand j'arrive, donc j'avais ma loge, etc. Je rentre en loge. Et là, Louis Boyard vient me voir. Et c'est très amusant parce que je ne savais pas qui était Louis Boyard. C'est assez fou. Et donc, il vient me parler. Il me dit, ah, ça va, etc. Tu viens pour quel sujet? Et moi, je lui dis, je viens pour défendre Éric Zemmour. Et c'était assez amusant et en fait il a pas du tout été véhément à ce moment-là. Et c'était mon premier passage télé. Bon, c'est vrai qu'après j'ai eu 2 semaines de harcèlement tous les côtés, etc. Mais bon, c'est fait très vite. C'est très amusant aussi de voir beaucoup de gens réagir sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et surtout, au début c'est dur, mais après ça passe. Voilà, on va passer à la question suivante et je vais essayer de faire un peu plus court parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure. Vous parlez de médias témoins et des sujets que vous y traitez. Alors, Média Témoin, c'est une boîte de production et un média qu'on a décidé de créer avec mon meilleur ami il y a maintenant à peu près 2 ans, 3 ans. Et ce qui est très amusant, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter cette anecdote, mais je vais la raconter. Ce qui est très amusant, c'était que cette personne qui est devenue mon meilleur ami m'avait embauché à l'époque et m'a ensuite viré 4 mois plus tard. Mais suite à ça, il ne m'avait pas oublié et il a décidé de créer son média et m'a contacté et j'ai tout de suite voulu foncer avec lui parce que on a les mêmes idées globalement et on s'entendait bien. Donc on a décidé de créer ce média et cette boîte de production. Donc on fait du documentaire et des entretiens longs sur YouTube. Et là d'ailleurs, je vais sortir un documentaire sur l'insécurité des femmes dans l'espace public. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui me parle étant donné que je suis une
femmes. Enfin, on peut le voir notamment avec l'affaire de Claire Géromini, d'ailleurs, qui interviendra dans le documentaire. On essaye aussi d'avoir Marlène Schiappa qui nous répond une fois sur deux, mais bon, voilà, je vous parle vraiment des coulisses, là, je vous parle vraiment de tout, là, c'est Baya Carla sans filtre. C'est mon prochain sujet et je vous invite à suivre ça de très près. Quel est le moment dont tu es la plus fière dans ton parcours? Lors de mon débat face à Hamza, ça a été un moment qui était assez important dans ma carrière parce que c'était mon premier plateau sur Face à Hanouna et c'est vrai que j'étais assez stressée parce que c'était la première fois où je faisais 2 heures d'émission. Et en fait, j'ai été naturelle, j'ai vraiment pas réfléchi aux conséquences parce que souvent quand on est sur un plateau télé, on se dit oh faut pas que je dise ça parce qu'en fait même si c'est ce que je pense, derrière certaines personnes vont pas comprendre ce que je vais dire ou certaines personnes ne vont pas être d'accord avec mes arguments ou voilà, donc c'est toujours très compliqué de gérer tout ça. Mais au final, c'était assez amusant de voir que en étant naturelle et en balançant tout ce que j'avais à lui dire parce que j'avais vraiment beaucoup de véhémence envers cette personne. D'ailleurs, ça s'est vu parce qu'après ça, j'ai vécu une vague de harcèlement pendant une semaine. Déjà, honnêtement, j'en ai assez de voir des personnes se victimiser. Oh là là. Ma mère est d'origine algérienne. Mes grands-parents sont venus d'Algérie pendant l'indépendance. Ils ont galéré. Mon grand-père était ouvrier. Ils ont tous réussi à avoir des emplois convenables, à réussir. Mais justement, à l'époque, il y avait beaucoup plus de racisme. Mais arrêtez de donner cette image aux Arabes. Arrêtez, vous vous victimisez et en plus essayez de trouver d'autres solutions. Surtout qu'en plus aujourd'hui pour tout le monde c'est compliqué de trouver du travail pour toutes les personnes qui font des masters. C'est compliqué de trouver un métier. On ne vous demande pas de vous adapter, on vous demande de vous assimiler. C'est pas Tu avais mentionné qu'avant tu avais d'autres opinions politiques. Pourquoi as-tu changé d'avis? Alors c'est vrai que j'en avais déjà parlé. Je pense qu'en fait j'ai été maladroite quand j'ai dit ça, mais en réalité je pense que je n'avais pas vraiment d'opinion politique. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on n'a pas d'opinion politique, on en a quand même, parce que tout est politique et la France n'a jamais été aussi divisée. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un avis sur tout, mais rien que dans notre manière de vivre, dans notre manière de consommer, on fait quand même des gestes politiques tous les jours. Et je pense que avant, je n'étais pas du tout consciente de ça. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des anciens posts quand j'étais en école de commerce. J'étais aussi un peu dans la mode et je repostais des trucs Black Lives Matter, etc. Donc vraiment, je n'avais conscience d'absolument rien et je ne voulais vraiment faire de mal à personne. J'aimais mon pays, voilà, mais je n'y comprenais rien. Quel est ton rapport à la religion? Es-tu catholique pratiquante? Alors oui, je suis catholique. J'essaie d'aller à la messe tous les dimanches. En tout cas, c'est très important pour moi. C'est vraiment, la religion pour moi c'est quelque chose d'assez personnel. J'ai jamais vraiment voulu en parler, mais la religion ça m'a vraiment permis dans ma vie d'avoir des repères et surtout à certains moments quand c'était très dur. C'est souvent, j'ai entendu un prêche dans lequel il disait que on se rapproche souvent de la religion quand rien ne va plus dans nos vies. Et c'est vrai que j'ai souvent eu cette facilité d'aller à l'église quand ça n'allait pas. Et aujourd'hui, j'y vais même quand ça va pour remercier le Seigneur. Et pour moi, c'est très important aussi d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les actes christianophobes qu'on peut voir, que ça soit dans l'espace public, que ça soit en géopolitique, il y a tellement de guerres contre les catholiques, tellement de massacres. Et c'est vrai que les génocides catholiques chrétiens même sont souvent minimisés face à certains autres génocides. Voilà. Mais on va pas faire de politique. C'est juste une affaire. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans les médias et réseaux sociaux? Alors, je pense que le conseil que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Et en fait, même si on n'a pas forcément les moyens d'avoir la meilleure caméra, aujourd'hui, on a tous des smartphones, très honnêtement. Et ça, c'est un outil qui, honnêtement, change des vies. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut poster une vidéo avec pas forcément une bonne qualité, mais avec un vrai message derrière qui va avoir de l'impact. Et surtout, ne jamais lâcher l'affaire. En fait, les médias aujourd'hui, avant c'était beaucoup plus compliqué parce que les médias se résumaient à la télévision, etc. Mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut poster une vidéo. Attention à ne pas se dire journaliste parce que ça c'est un vrai métier encore une fois. Et aujourd'hui j'entends beaucoup de personnes dire je suis journaliste alors qu'ils ne le sont pas. Il n'y a jamais de bon moment pour commencer. Et si vous aimez un sujet, si vous avez envie d'en parler, il faut y aller. Voilà, il faut pas avoir peur de se montrer non plus. Voilà. Quelles sont tes passions? J'ai des passions très aléatoires. Ça va des Lego aux jeux vidéo à la lecture. Alors c'est vrai que en fait, je suis une personne hyper active et j'ai toujours besoin d'être occupée. En fait, c'est comme les enfants, il faut toujours leur donner quelque chose dans les mains parce que sinon je ne me sens pas bien et sinon je peux devenir addict à d'autres choses moins cool comme la nourriture, etc. Donc c'est soit l'obésité, soit jouer au Lego. J'ai fait le choix de jouer au Lego. Mais par contre, non mais ça j'en ferai un sujet, c'est hyper intéressant.
j'ai réussi à arrêter l'alcool grâce au Lego et c'est pour ça que c'est devenu une passion. J'ai une anecdote par rapport à ça d'ailleurs. C'est assez amusant. C'était un soir où ça n'allait pas vraiment dans ma vie. Et c'est vrai que j'avais tendance à boire très facilement, etc. Je n'avais pas uniquement l'alcool mondain, j'avais aussi l'alcool à la maison, etc. J'étais avec maman à la Fnac et j'ai vu Notre-Dame en Lego. Et je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresserait de bâtir Notre-Dame en Lego. Et donc j'ai acheté Notre-Dame en Lego. On mettrait une photo de moi avec mon Notre-Dame. Encore une fois, merci le monteur. Et donc ça m'a permis de ne pas boire une bouteille de vin à ce moment-là et donc d'arrêter l'alcool. Et voilà. Donc, n'allez pas voir les psys jouer au Lego. Et donc, le fait de mettre toute ma concentration et toute mon énergie sur une construction, donc une activité, ça m'a permis de ne pas boire, parce que mon cerveau était ailleurs et j'avais juste envie d'une chose, c'était de terminer Notre-Dame. Et je vous conseille vraiment de jouer au Lego, parce que ça permet, parce que souvent, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi, que j'aborde. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Toute cette créativité qu'on perd, plus on grandit, plus on perd de la créativité, parce qu'on ne joue plus au Lego, parce qu'on fait plus de coloriage, on fait plus d'activités créatives. Et en vrai, je trouve que c'est dommage parce qu'on a tendance à avoir des vies trop sérieuses. Et moi, je trouve que c'est bien d'allier les deux. Une de mes autres passions, c'est le golf. Je joue au golf tous les week-ends. C'est vraiment une de mes plus grandes passions. Et ça me permet d'être dans la nature, de respirer l'air des arbres, de la forêt, et de voir aussi un peu de nature. Je croise souvent des cerfs, etc. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Et avec des objectifs aussi derrière, c'est trop bien parce que de temps en temps, je vais jouer avec des amis, etc. Et ça me permet de me vider la tête de la télé, de tout ça, vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai une autre passion, c'est la lecture. Je sais, on pourrait peut-être pas le croire comme ça, mais avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure, j'apprécie énormément Chateaubriand. J'ai eu une révélation avec Mémoire de Souton 2, Atala. J'ai appelé carrément ma pote de prod comme ça. C'est un de mes livres préférés et j'aime beaucoup Chateaubriand. Et je lis pas mal de choses, voilà, surtout en politique. J'ai eu ma période un peu nietzschéenne aussi, mais le catholicisme m'a un peu dégoûté de Nietzsche, même si certains de ses écrits... Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré restera l'aligot saucisse. C'est vraiment un de mes... Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être parce que j'en ai des souvenirs incroyables au salon d'agriculture avec mes amis. Et oui, c'est un plat que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça s'explique vraiment, les goûts s'expliquent vraiment, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'aligot saucisse. Si tu pouvais inviter 3 personnes vivantes ou mortes à dîner, si je devais inviter 3 personnes, en réfléchissant comme ça, rapidement, j'aimerais inviter, alors je sais ça va être très très aléatoire, mais j'aimerais beaucoup inviter Napoléon, Sylvester Stallone, et je vais choisir une femme, et en femme je pense que ça serait Melania Trump, parce que j'aime tellement son style et je trouve qu'elle a tellement d'aura, et je trouve que ces 3 personnes, je sais pas, c'est des gens que j'aimerais bien voir converser, je sais pas, voilà, c'est 3 personnes de mon univers qui sont un peu dans des... qui se rejoignent un peu sur certaines choses d'ailleurs. Il y a un point commun entre toutes ces personnes, c'est que c'est des personnes qui aiment leur pays. Bon, après, je ne connais pas vraiment la vie politique de Melania Trump, surtout qu'elle ne s'exprime pas vraiment, mais bon, c'est la femme quand même de Trump. Et je ne suis pas Trumpiste, je ne défends pas les intérêts des autres pays, je suis fière d'être française, j'aime la France. Quels sont tes projets à venir? Alors, mes projets à venir, bah écoutez, c'est de continuer les vidéos, monter mon nouveau documentaire sur l'insécurité des femmes dans l'espace public. Encore une fois, c'est un sujet que j'ai vraiment envie de mettre en lumière, donc voilà, c'est un gros projet. Il y a aussi l'écriture de mon livre que je n'ai pas encore terminé, mais j'en parlerai parce que c'est vrai que j'ai dû tout reprendre étant donné qu'une grosse partie de ce livre concernait une personne qui aujourd'hui ne fait plus partie de ma vie, donc je vais devoir changer un peu les personnages, mais ça serait une sorte de roman mélangé à la vraie vie, etc. Donc très intéressant, voilà. Un peu de sociologie, un peu de philo. Où te vois-tu dans 5 ans? Bah écoutez, dans 5 ans, je ne sais pas. 5 ans, c'est quand même assez long. En tout cas, j'espère que dans 5 ans, je serai mariée avec des enfants et que je pourrai continuer à exercer mon métier de journaliste, continuer à faire des vidéos, continuer à écrire des papiers et voyager toujours en France et pourquoi pas à l'étranger, hein. Voilà. Continuer mes projets à fond, fonder une famille parce que c'est très important, hein. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes démographiques en France. Faites des enfants, voilà, très important. Et je pense que ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo, petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. Bye bye.